Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque vendredi. Soyez les bienvenus dans Planète Trump, votre rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine complètement folle, tellement le président Donald Trump bouleverse le monde quasiment tous les jours. Et ce n'est pas pour rien qu'on a décidé d'appeler cette émission Planète Trump, tellement chaque mot, chaque geste du président américain a des conséquences jusqu'à chez nous. On est ensemble pour une petite heure, pour revenir sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Et avant de passer à l'analyse des experts, voici donc les trois actualités qui m'ont marqué, ou plutôt les trois actes du président américain qui ont pu choquer. Acte 1, commençons par le plus récent. Donald Trump est-il en train de perdre la boule? Regardez ce qu'il a posté hier. Ce message qu'on peut traduire par séditieux, passible de mort. Et pourquoi est-ce qu'il poste ça? Eh bien à cause d'une vidéo de 6 élus démocrates, tous vétérans de l'armée américaine. On va regarder un petit bout ensemble de la vidéo et je vous explique tout juste après. We know you are under enormous stress and pressure right now. Americans trust their military. But that trust is at risk. This administration is pitting our uniformed military And intelligence community professionals Against American citizens. like us. You all swore an oath. To protect and defend this Constitution. Right now, the threats to our Constitution aren't just coming from abroad, but from right here at home. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. Rappelez-vous, très chers militaires, de votre serment et ne suivez pas les ordres illégaux. Et en plus du message de Trump que je viens de vous montrer, il a aussi partagé ce message absolument dingue. Pendez-les, George Washington le ferait. Oui, oui, on en est là. Et pour vous montrer aussi que cette affaire, elle est prise au sérieux aux États-Unis, écoutez les mots de Chuck Schumer, il est le chef de la minorité démocrate au Sénat. Let's be crystal clear. The President of the United States is calling for the execution of elected officials. This is an outright threat, and it's deadly serious. Et pour la toute première fois de ce mandat, en tout cas j'ai l'impression que c'est la première fois, le mot impeachment, destitution, a été prononcé. Écoutez. Deserves the gift of having articles of impeachment filed in the United States House of Representatives before the Christmas break. I pledge to you, I will bring those articles of impeachment to the attention of the Congress. Une affaire qui va rythmer à coup sûr l'actualité aux États-Unis de ce week-end. Venons-en à la suite. Trump choque l'Amérique et le monde, acte 2. Et vous allez voir que l'acte 2 et l'acte 3 se ressemblent, puisqu'il s'agit de deux attaques contre des journalistes, des femmes qui ont posé des questions qui n'ont pas plu au président américain. L'attaque qui a le plus choqué, c'est évidemment ce qu'il s'est passé à bord d'Air Force One, avec des propos plutôt à propos de l'affaire Epstein, quand une journaliste lui pose une question sur ses liens avec le délinquant sexuel. Quiet Piggy, à savoir silence la truie, mais le plus dingue dans cette séquence, regardez comment la porte-parole de la Maison-Blanche a justifié ce qu'il a dit. Que voulait dire le président lorsqu'il a traité une journaliste de truie ou de petit cochon? Réponse de Caroline Leavitt. Look, the president is very frank and honest with everyone in this room. You've all seen it yourself. You've all experienced it yourselves, and I think it's one of the many reasons that the American people re-elected this president, because of his frankness. And he calls out fake news when he sees it. He gets frustrated with reporters when you lie about him, when you spread fake news about him and his administration. But he also is the most transparent president in history. Chapeau à elle quand même. Honnêtement, cette Caroline Leavitt, on peut lui passer un film de Trump qui agresse verbalement des femmes. Elle trouverait toujours quelque chose à dire pour le défendre. Ça tombe bien. Il y a cette vidéo qui tourne partout sur les réseaux sociaux. You wouldn't have your job if you weren't beautiful. It's very sad. It must be a pretty picture you drop into. And I'd look her right in that fat, ugly face. She's gotten a little bit large. I don't think you should dress like you weigh 120 pounds. I don't want to sound too much like a chauvinist, but when I come home and dinner's not ready, I go through the roof. A person who's flat-chested is very hard to be a 10. She ate like a pig. You could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. The boob job is terrible. You know, they look like two light posts coming out of a bottle. Et encore là, je vous ai passé une vingtaine de secondes. En tout cas, cet extrait du Quiet Piggy a déclenché une indignation plutôt inhabituelle, même parmi ses soutiens. Mais ce n'est pas le seul moment qui a choqué le monde et l'Amérique. Place à l'acte 3. Le lendemain, visite en grande pompe de Mohamed Ben Salman. Je pourrais vous passer le moment où il dit à quel point l'Arabie Saoudite fait des choses incroyables pour les droits humains, ou encore le moment de cette poignée de main super gênante. On va quand même la regarder un instant à l'image. Mais je voulais commencer plutôt par très gênante, par ces deux questions tout à fait légitimes d'une journaliste d'ABC qui ont enragé le président américain. Regardez. Is it appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness,
The U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. Et il est même allé plus loin, Donald Trump. Il discrédite complètement ses propres services de renseignement en disant que le prince saoudien n'a rien à voir avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce journaliste saoudien s'était fait séquestrer, torturer, assassiné et démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Et donc la CIA était formelle à l'époque. Le pouvoir saoudien était derrière tout ça. Mais Donald Trump, lui, n'y croit pas. Khashoggi, déjà, c'était pas quelqu'un de bien. Et en plus, il ne supporte pas qu'on mette son invité mal à l'aise. Mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Absolument dingue. Je ne peux pas tout vous montrer, mais cette journaliste va même plus tard encore déclencher à nouveau la colère de Donald Trump en lui demandant pourquoi attendre la décision du Congrès et pourquoi ne pas publier dès maintenant le dossier Epstein. Il lui répondra qu'elle est une horrible journaliste avec en plus un ton insupportable. L'affaire Epstein qui fait trembler le pouvoir Trump, la visite de Mohammed Ben Salman à la Maison-Blanche ou encore Nick Fuentes, le suprématiste blanc qui sème le chaos dans le clan MAGA. Voici quelques-uns des sujets qui vont être abordés dans Planète Trump et ça commence maintenant. Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque geste du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier et notamment sur vous qui nous regardez. Je suis toujours aussi heureux de vous retrouver comme tous les vendredis soirs, déjà parce qu'on est vendredi, mais surtout parce qu'on va prendre le temps de revenir sur tous les grands moments de la politique américaine qui ont rythmé cette semaine. Et pour bien tout comprendre, j'ai avec moi évidemment trois experts. Tout d'abord, bonsoir Nicolas Beigert. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur de communication politique à l'ULB, à l'IEX et à Sciences Po Paris. À vos côtés, c'est Serge Gemain. Bonsoir Serge. Bonsoir Jim. Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB, spécialiste des États-Unis. Et avec nous depuis New York, c'est Romuald Siora, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis, spécialiste évidemment de la politique étrangère américaine. Et je cite même votre dernier livre, Romuald Siora, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Merci donc à tous les trois d'avoir accepté de venir pour nous éclairer sur toutes ces actions, tous ces mots du président américain. Et il s'en est passé des choses cette semaine avec ce président hyperactif. Et commençons par l'affaire qui secoue notamment le camp républicain, l'affaire Epstein, avec un revirement pour le moins inattendu. Après s'y être longuement opposé, Donald Trump a promulgué la loi sur la transparence du dossier du délinquant sexuel. Cette semaine, le texte avait été voté à la quasi-unanimité par la Chambre des représentants. Il contraint donc l'administration à rendre publics tous les documents de l'affaire. Commençons par ce point en image avec Clara Grégoire. Après des mois de polémique, Donald Trump a finalement signé. Mercredi, le président l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il a validé la loi pour rendre public le dossier Jeffrey Epstein. Sans surprise, le républicain en a profité pour accuser les démocrates d'avoir caché la vérité à propos du riche financier qui avait été inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs. Le ministère de la Justice a déjà remis près de 50 000 pages de documents au Congrès. N'oubliez pas, l'administration Biden n'a pas remis un seul dossier ou document concernant le démocrate Epstein. Pendant sa campagne, Donald Trump avait promis de déclassifier tous les documents liés à cette affaire. Mais le président, qui était l'ami de Jeffrey Epstein, était ensuite revenu sur ses promesses, de quoi provoquer la colère jusque dans le camp républicain. Face à la pression, Trump a finalement fait volte-face il y a quelques jours en incitant les républicains à voter pour la divulgation du dossier. Le président, lui, l'assure, il n'a rien à se reprocher. Je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein. Je l'ai viré de mon club il y a de nombreuses années. Après des mois de bataille, le Congrès a voté mardi en faveur de la divulgation des documents. Ensemble, plusieurs démocrates et républicains ont salué un pas vers la transparence. This isn't about Democrats versus Republicans or about Congress versus the President. This is about giving the American people the transparency they've been crying for. Le texte donne un mois au ministère de la Justice pour rendre disponible l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais. Mais pour l'heure, difficile encore de savoir l'étendue des révélations à attendre.
Serge Jomain, pourquoi Donald Trump change-t-il soudainement d'avis et qu'il accepte comme ça de déclassifier le dossier Epstein ? Alors, la particularité, c'est qu'il n'avait pas le choix. En fait, il s'est dit que la meilleure défense, c'était l'attaque, dans la mesure où il savait que les démocrates, ça allait se faire. Les démocrates et les républicains allaient voter ensemble. Et donc, il faut se rendre compte qu'on risquait d'avoir une sorte de vote contre le président. Puisque, à partir du moment où il maintenait la même position, on aurait eu tous les démocrates et un certain nombre de républicains. Ça aurait été la première fois qu'il y aurait une cassure aussi nette. Et donc, il s'est dit que stratégiquement, il était probablement plus intéressant de prendre tout le monde de court, ce qu'il a fait, et de dire, je suggère aux républicains. Ce qui est tout de même un peu particulier, parce qu'on ne comprend pas très bien sa stratégie de défense. Il serait coupable, il ne ferait pas autre chose. Et il sème vraiment le doute. Il sème le doute en réagissant de cette manière-là. Il faut se rendre compte qu'il avait la liberté, il aurait très bien pu, sans même ses votes, décider de libérer. En fait. Voilà, il pouvait le faire, il n'y avait aucun problème. Et là, on sent que la pression a été très forte. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire, au-delà de l'affaire Epstein, c'est vraiment une cassure importante dans le camp MAGA. Alors, on sait qu'il y avait déjà plusieurs choses. Il y avait déjà des tensions sur Israël, sur la position Israël, sur le Venezuela, le fait d'envoyer... Parfois sur la Russie aussi. Sur la Russie également, sur l'aide faramineuse à l'Argentine, on parle de 40 milliards de dollars, sur ses positions par rapport à la liberté d'expression. Donc on sent qu'il commence à y avoir un petit peu des cassures, mais on a un peu l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le monde MAGA qui se retourne en quelque sorte contre lui-même en prenant les arguments qui ont été développés par Donald Trump pendant la campagne électorale. Ce qui est intéressant aussi, Nicolas Beillegardt, et je vous ai passé en tout début d'émission, toutes ces attaques contre les journalistes qu'on a pu voir cette semaine, notamment liées au dossier Epstein. Est-ce qu'on a déjà vu, Nicolas Beillegardt, un Donald Trump aussi nerveux qu'aujourd'hui ? Non, et je dirais que c'est la limite ou la vulnérabilité du populisme performatif d'un Donald Trump. C'est-à-dire qu'on connaît sa rhétorique anti-establishment, qui est en soi un spectacle, mais qui finalement ne conduit pas forcément à des véritables actes ou des transformations. Et là, quand on a des victimes effectivement qui réclament justice, quand on a une majorité, 67% des républicains qui veulent la publication des dossiers, eh bien on touche un peu, je dirais, aux confins, aux limites de cette stratégie. Et on se souvient juste de Trump qui dit aux républicains, arrêtez de m'embêter avec cette affaire, concentrez-vous sur nos victoires, notamment économiques, ou le shutdown. Ce que Serge vient déjà de dire, c'est qu'il y a d'abord l'échec d'une stratégie, c'est celle du containment, donc du silence. Et c'est vrai que contrairement à ces crises habituelles, Trump a véritablement imposé un silence médiatique à son administration, à son équipe rapprochée. Et c'est d'ailleurs le média NBC qui le dit, toute communication devait être validée au plus haut niveau, donc il y a un véritable contrôle. Donc il y a une vulnérabilité stratégique qui est perçue par le camp MAGA et par Trump lui-même. Et c'est vrai que ce silence stratégique, comme le disait Serge, c'est un aveu implicite qu'il n'a pas, en fait, qu'il ne dispose pas d'un contre-récit, d'un contre-narratif crédible ou solide. Et donc il est dans une double contrainte, c'est-à-dire que c'est quand même un dilemme assez rare chez Trump, puisque son opposition initiale à la publication créait finalement plus de dommages que la transparence. Et là, finalement, toute cette stratégie, elle échoue, puisque le scandale Epstein touche en fait précisément l'establishment que le camp MAGA combat. Donc c'est vrai que ce réseau Epstein, c'est une menace symbolique pour je dirais même la marque Trump, puisque je dirais au-delà des faits individuels, et le dossier met en lumière énormément de choses, mais il y a toute une architecture du pouvoir, de l'influence, de l'argent, de l'accès, la connivence, et c'est vraiment cette promesse que Donald Trump avait fait, drain the swamp, assainir le marais. Or en fait il envoie des alligators bien sûr à Alcatraz, mais par contre, il n'y a pas de volonté de s'attaquer à ce marais. Et donc là, aujourd'hui, le camp MAGA implose, il se déchire. On a vu la fidèle, donc Marjorie Taylor Greene, qui le défie publiquement. C'est quand même, qui a été menacée de mort d'ailleurs. Ouais, remettons-nous simplement dans le contexte. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines ou 3 mois, on avait quelqu'un qui était extrêmement fidèle au président Trump. Donc ici, on parle de trahison. Et là, maintenant, c'est Marjorie Taylor Greene qui
accuse Donald Trump de trahison. Donc là, il y a clairement une brèche, effectivement, qui s'est ouverte dans le camp MAGA, et c'est un moment vraiment charnière en termes de leadership politique. Oui, on parlera de l'implosion évidemment du camp MAGA aussi en dernière partie d'émission, quand on abordera aussi ce personnage très particulier de Nick Fuentes. Mais je vous passerai dans quelques instants, Nicolas Begart, notamment ce qu'ont pu dire Tucker Carlson ou encore Joe Rogan, ce qui pourra aussi nous aiguiller un petit peu sur comment ce monde MAGA, et parfois au-delà, perçoit justement toute cette affaire. Romuald Siora, vous êtes avec nous depuis New York, et on le remarque, en tout cas depuis la Belgique, c'est un des très rares dossiers où démocrates et républicains trouvent aujourd'hui un terrain d'entente. Mais j'aimerais vous entendre sur un des éléments qui a vraiment fait la une de la presse, ce Quiet Piggy dont tout le monde parle, cette attaque de Donald Trump contre une journaliste américaine. Est-ce que ça fait autant de bruit chez vous que chez nous, Romuald Siora? Non, ça ne fait pas beaucoup de bruit ici. Les Américains sont malheureusement habitués aux intercades de Donald Trump, et cette attaque violente, grossière, qui serait un scandale en Belgique, en France ou au Canada, ici n'émeut pas vraiment les foules. Néanmoins, tout ce qui vient d'être dit est juste. Je mettrai juste un petit bémol. Je ne pense pas qu'on assiste quand même à l'éclatement du parti républicain ou de la base MAGA. Des tensions, oui, mais si rien de vraiment compromettant n'est révélé dans ce dossier concernant Donald Trump, je pense que cela glissera sur lui. Bien évidemment, par contre, si on apprend que, par exemple, il aurait couché avec une prostituée mineure, là, l'effet de déflagration sera sans doute supérieur à celui du Watergate en 1974 qui avait conduit Nixon à la démission. J'ajouterai quelque chose d'assez ironique. C'est un retour de bâton. N'oublions pas qu'en 2010, la rumeur... On a un petit problème de connexion. Je reviens vers vous dans quelques instants. Je vais laisser évidemment des équipes techniques tenter de régler ça pour qu'on puisse bien vous entendre et comprendre votre propos. Serge Main, malgré tout, alors peut-être pas un éclatement du camp MAGA, en tout cas c'est la première fois qu'on voit des républicains presque ouvertement s'opposer au président Trump. Ça par contre c'est une réalité. Oui, tout à fait. Et comme Nicolas l'a bien souligné, la position de Marjorie Greene Taylor est tout de même très particulière. On se rappelle une complotiste avant la lettre, une Trumpiste avant la lettre, quelqu'un qui représente vraiment ce monde complotiste et qui s'oppose à Donald Trump. Alors elle s'est opposée sur un certain nombre de choses, mais notamment sur ceci. Elle était la une des médias et comme on le disait, elle l'a traité de traître, en disant un traître est un Américain qui sert des pays étrangers et lui-même, un patriote est un Américain qui sert les États-Unis. On n'a pas dit qu'elle sous-entendait qu'elle parlait de Donald Trump, mais tout le monde a bien compris. C'est extrêmement fort et on sait, on l'a dit souvent sur ce plateau, à quel point les républicains, les élus républicains ont suivi toujours Donald Trump, ont suivi ses consignes, et ici on voit qu'il y a toute une série de domaines, comme je le disais tout à l'heure, où il y a des tensions. Alors bien entendu, c'est vrai, le camp MAGA est loin d'avoir éclaté, mais on peut penser que certains commencent à se positionner, et on voit quelque chose que l'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des tensions dans ce groupe MAGA, et qu'en fait, ce qui faisait l'unité, c'est la fidélité à Donald Trump. Et si cette fidélité commence à se fissurer, à ce moment-là, ce sera relativement difficile, parce qu'on a des personnalités très différentes qu'on pense. On a les personnes qui viennent de la consensuelles aussi parfois. On a des républicains plus consensuels. Alors, aussi. Il y a des républicains plus consensuels, mais même on voit par exemple des personnes qui viennent du monde de la tech, donc qui ont pris des positions qui se sont calquées sur Donald Trump, mais qui en même temps, on se rappelle, sur la question des visas, ont demandé qu'il y ait des personnes qui puissent néanmoins venir pour travailler chez eux, quel que soit le pays dont ils venaient. Et donc, on a senti là parfois un certain nombre de tensions avec d'autres groupes MAGA pour qui il fallait appliquer la doctrine MAGA à la lettre. Mais ça a toujours existé dans le groupe MAGA. Mais ce qui est particulier, c'est, comme je le disais, le fait que Donald Trump faisait en quelque sorte la synthèse de cela. Et il n'est pas impossible que certains ont déjà pensé au futur et que c'est la bataille du futur qui commence, où là, il y a tout de même beaucoup de prétendants et Donald Trump va essayer de repousser cela le plus loin possible, mais on sent déjà que c'est le positionnement pour le successeur finalement de
Donald Trump. Comme quoi ça va très vite la politique américaine, parce qu'il y a un moment, messieurs, où justement le candidat choisi par Trump avait de grandes chances de s'imposer. Peut-être qu'aujourd'hui, le vent est en train de tourner, même si là on va un petit peu vite. Nicolas Beillard, je vous l'avais dit, plutôt j'ai pas l'habitude de passer notamment du Tucker Carlson dans cette émission, mais regardez ce qu'il a dit. J'ai l'impression qu'il résume assez bien aussi la pensée des Américains, en tout cas de certains proches de l'idéologie trumpiste. Je vous ai même mis du Joe Rogan qui va dans le même sens en apportant un autre argument. Pourquoi cette affaire en rachetait les Américains? Écoutez justement ces deux réponses. It's the frustration of normal people watching a certain class of people get away with everything every single time. I heard it's a hoax. And then all of a sudden he's going to release the files. Well, I thought there was no files. Man. He wants an investigation now. Listen. Like, what is going on? Donc 1, la frustration de voir justement les grands de ce monde s'en sortir quoi qu'il arrive, et puis 2, le fait d'avoir dit je vais le dévoiler, je ne le dévoile pas, je vais le dévoiler, il n'y a rien, je vais le dévoiler parce que je suis forcé. Est-ce que ça résume assez bien selon vous ce que pourraient penser notamment les Américains de cette situation, et en particulier ceux qui soutiennent Donald Trump? Oui, là on vient de voir deux personnalités extrêmement influente. Joe Rogan, qui avec ses millions de visites sur son podcast quotidiennement, et qui a été dans la dernière ligne droite un supporter de Donald Trump, il a dit allez, finalement je me lance, je vais soutenir Donald Trump, et qui est quand même déjà, on en a beaucoup parlé ici, quelqu'un qui aime décrypter et vraiment analyser jusqu'au bout les propositions, et même sortir justement des promesses de campagne pour voir si effectivement le candidat, ici en l'occurrence Donald Trump, va tenir ses engagements. Et donc là, il y a une vraie déception, et je pense que toute cet écosystème médiatique qui a porté Donald Trump au pouvoir, tous les influenceurs, finalement les podcasteurs, les youtubeurs, et qui avaient énormément d'espoir dans cette candidature. Après, on a aussi tous les influenceurs, youtubeurs plutôt complotistes du type Galaxy Steve Bannon, etc. Et on en parlera tout à l'heure avec Nick Fuentes, qui également mettait énormément d'espoir sur ce grand dévoilement, sur encore une fois, cet assainissement de la politique et des élites américaines. Là, très clairement, on se retrouve de nouveau dans le renforcement d'une fissure de plus en plus importante. Et alors, évidemment, aujourd'hui, Tucker Carlson, il a véritablement déterré la hache de guerre par rapport, je dirais, à ce camp MAGA soft. Et on le voit aussi avec Nick Fuentes. Donc, il y a là vraiment, je pense, une fronde à l'intérieur de cette nébuleuse qui avait déjà été trop radicale aux yeux de Fox News, mais qui est en train de se consolider avec un véritable, je dirais, biotope médiatique autour qui s'installe également. C'est pour ça qu'on parle de la bombe Epstein, évidemment, aujourd'hui aux États-Unis. Pour conclure cette discussion-ci, Romuald Sura, on vous a récupéré depuis New York. Par rapport à ce changement de discours, j'aimerais vous faire écouter notamment les paroles de l'une des victimes de Jeffrey Epstein qui supplie, mais vraiment supplie Donald Trump d'arrêter de politiser ce dossier. C'est évidemment avant la décision du président américain. Écoutez. We are hearing the administration say they intend to investigate various Democrats who were friends with Epstein. I beg you, President Trump, please stop making this political. It is not about you, President Trump. You are our president. Please start acting like it. Show some class. Show some real leadership. Show that you actually care about the people other than yourself. I voted for you, but your behavior on this issue has been a national embarrassment. C'est important ce qu'elle dit, parce qu'elle explique déjà, et c'est pas la seule à avoir témoigné comme ça, en disant moi j'ai voté pour vous, Donald Trump, parce que j'espérais justement que vous alliez dévoiler ces dossiers-là. Justement, Romuald Sura, est-ce qu'on peut parler d'une opération politique de Donald Trump ou vraiment c'est un geste de transparence, je connais déjà la réponse évidemment, qui a été fait par le président américain dans cette affaire-là? Évidemment, une opération politique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un retour de bâton. En 2016, durant sa première campagne et durant les premières années de son premier mandat, Trump a alimenté lui-même ses fake news sur les réseaux pédophiles qui entraient à Washington. Si vous vous rappelez cette histoire de la Pizzagate, cette pizzeria qui abriterait un réseau pédophile dans sa cave qui serait dirigée par les Clinton et où des enfants subiraient chaque jour des sévices, c'est quand même allé très loin. Des millions d'Américains croient encore à cette fake news, et un homme armé d'un fusil avait débarqué à Washington dans la fameuse pizzeria afin de libérer les enfants. Bref, et lorsque Trump avait été interrogé là-dessus, il avait dit écoutez, je ne connais pas les détails, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je lutterai de toutes mes forces contre un réseau pédophile, blablabla. Bref, aujourd'hui, donc, des personnes qui ont voté pour lui, comme cette personne d'ailleurs, qui, pour beaucoup, pensent que Trump est le fer de lance de la lutte contre les fameux réseaux pédophiles
pédophile, etc., s'attendait à ce qu'il dévoile le dossier Epstein. Il l'avait promis, il ne l'a pas fait. Donc effectivement, cela se retourne contre lui. Donc oui, aujourd'hui, on est en une opération politique et communication. Maintenant, tout va dépendre de ce qu'il y a dans ces dossiers. À titre personnel et comme beaucoup d'observateurs, je ne pense pas que Trump puisse être légalement impliqué très loin. Je peux me tromper, mais je pense que l'on va découvrir des choses plus ou moins compromettantes, ses liens avec Epstein, mais je ne pense pas qu'on va découvrir quelque chose qui pourrait le faire chuter, style il a couché avec une mineure. Par contre, et c'est là, Trump, en fin politique, c'est là où il pourrait se servir de ce dossier, si des têtes démocrates devaient tomber. Cela a commencé avec Larry Summers, ancien président de Harvard et ancien secrétaire au Trésor, qui s'est retiré de la vie publique il y a quelques jours. Ouais, et c'est vrai qu'il n'a pas arrêté de dire, allez plutôt voir du côté de Bill Clinton, de Larry Summers, voire même d'une grande banque aussi américaine, pour voir si eux ne sont pas impliqués là-dedans. À suivre dans cette émission, évidemment, la visite de Mohammed Ben Salman à la Maison-Blanche, et on terminera évidemment aussi par notre What's Up America, toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Planète Trump revient d'ici une poignée de secondes. Restez bien avec nous. Merci d'être au rendez-vous de Planète Trump, la seule émission qui revient semaine après semaine sur cette politique américaine complètement folle. Avant de découvrir toutes ces images qui ont émergé cette semaine aux États-Unis, nous poursuivons sur l'une des grosses actualités. C'est un retour en grâce pour Mohammed Ben Salman, dit MBS. Le prince héritier saoudien a été accueilli avec les honneurs à la Maison-Blanche cette semaine. L'objectif pour Donald Trump, nouer des relations diplomatiques et des accords économiques. C'est la story US de la semaine et elle est signée Clara Grégoire. Dans la story US cette semaine, une visite en grande pompe à la Maison-Blanche. Fanfare, parade aérienne, coup de canon. Mardi, Donald Trump a offert un accueil d'exception à Mohammed Ben Salman pour sa visite à Washington. Et c'est le signe d'un changement d'air dans les relations entre les deux pays. Car si le prince héritier saoudien est aujourd'hui un invité de marque pour la Maison-Blanche, il n'avait plus été à Washington depuis 2018. À l'époque, la CIA le pointait comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Mais quand le sujet est mentionné par une journaliste, c'est Donald Trump lui-même qui défend son invité. Whether you like him or didn't like him, things happen, but he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Pour Donald Trump, c'est priorité aux affaires. Et pour son administration, l'Arabie Saoudite représente un allié de taille. Pendant sa visite, le prince héritier a d'ailleurs promis de porter à 1 000 milliards de dollars, contre 600 auparavant, le montant des futurs investissements saoudiens aux États-Unis. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunities. Autre accord majeur, Trump a donné son feu vert pour la vente de F-35 à l'Arabie Saoudite, des avions de chasse que seul Israël possède actuellement au Moyen-Orient. I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally. La journée s'est terminée par un somptueux dîner de gala, le tout avec plusieurs invités de marque, dont Cristiano Ronaldo ou Elon Musk. Une manière de sceller encore un peu plus cette nouvelle alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Nicolas Beger, c'est une réhabilitation en bonne et due forme de MBS, on peut l'analyser comme ça, cette séquence ? Oui, c'est une réhabilitation d'abord par le symbolisme d'État, et donc par le cérémoniel, avec une importance donnée peut-être aux potentialités stratégiques de ce rapprochement, c'est-à-dire que évidemment on est à rebours des évaluations américaines antérieures, donc c'est un signal politique à assumer. On accueille MBS à la Maison Blanche et sur le pardon, donc on a vu dans le reportage cette question de Khashoggi. Finalement, c'est pas qu'il pardonne, que MBS est pardonné par Donald Trump, mais c'est un réétiquetage en fait, c'est-à-dire que on passe d'un passif moral à un actif stratégique. C'est-à-dire que sinon c'est pas mon problème. C'est de la réelle politique. C'est de la réelle politique. C'est du art of the deal comme on le connaît chez Donald Trump. Mais là aussi le cérémonial d'État qui est déployé comme à chaque fois il y a plus de dorures. On le voit ici à l'écran. En fait, ce cérémonial, ce n'est pas simplement un décor, c'est en fait le message. Chez Donald Trump, tout compte et le nombre de nouvelles appliques dorées peut être aussi disséqué de cette façon-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec
Donald Trump, on offre ici à MBS ce que effectivement Biden lui refusait, on en parlera peut-être après, c'est cette légitimité visuelle. Et c'est vrai qu'en communication politique, l'image d'un dirigeant saluant une garde d'honneur de 1300 soldats, en fait ça vaut 1000 communiqués de presse. Donc il y a une réhabilitation très claire. Et puis il y a un timing, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, il y a un timing quand même qui est stratégique, puisque Trump utilise aussi le dignitaire saoudien comme une diversion premium, avec là aussi spectacle, deal, humour. On l'a vu déambuler dans ce fameux corridor avec le Hall of Shame, d'une certaine manière, des présidents avant Trump. Et aussi cette idée qu'on mette en avant cette nouvelle bromance entre MBS et Trump, pendant que le camp MAGA connaît effectivement ces divisions dont on parlait à l'instant. Avec 1000 milliards d'investissements promis par MBS, et puis on vous entendra aussi, Nicolas Béguard, je pense, sur ce repas qui a eu lieu par la suite, notamment avec la star portugaise du football, Cristiano Ronaldo, qui a aussi été critiqué pour justement sa présence à la Maison-Blanche. Serge Jomain, pourquoi est-ce qu'il choisit comme ça de dérouler le tapis rouge à MBS selon vous? Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui comme une rupture totale avec l'ère Biden, ou c'est la diplomatie Trump, à savoir business first, et dans ce cas-ci America First, parce qu'ils veulent leurs 1000 milliards d'investissements? Oui, je pense que Jim, vous avez bien résumé en disant c'est de la réelle politique. Pas oublier que Biden avait aussi, à la fin, il s'était rapproché également de Mohamed Ben Salman, malgré évidemment l'affaire Khashoggi qui avait eu un effet où on ne voulait quasi plus voir cette personne, mais finalement, il avait dû déjà effectuer une courbe rentrante. Mais ici, c'est vraiment de la réelle politique pure. Alors, c'est intéressant de rappeler historiquement que c'est en 1945, les États-Unis se sont rapprochés de l'Arabie Saoudite en promettant de protéger le jeune royaume en échange des hydrocarbures. Qu'ensuite, l'Arabie Saoudite s'est fortement développée grâce notamment à la vente du pétrole, etc. Et aujourd'hui, en fait, ce sont les États-Unis qui sont le premier producteur. Et donc, c'est moins le pétrole qui intéresse qu'effectivement, comme on vient de le dire, ces 1000 milliards, ce sont les fonds saoudiens. La richesse de ce pays est telle que maintenant, ce que l'on cherche, ce sont des investissements. Et pour Donald Trump, il est prêt à faire un trait sur le passé, à même négliger ce que ces services disent. Mais en fait, on pourrait d'ailleurs faire un parallélisme assez intéressant entre cette visite et celle de Vladimir Poutine. Parce que finalement, le tapis rouge, le fait qu'on a quelqu'un qui est considéré tout de même comme un personnage, enfin deux personnages, donc Poutine et Ben Salman, des personnages tout de même assez sulfureux, qui ont dans le monde entier, mais qui représentent des pouvoirs assez importants. Et donc, Donald Trump leur déroule le tapis rouge. Ce qui est particulier, c'est qu'il arrive avec cet argent, et bien sûr, Trump est très heureux, non seulement aussi, on se rappelle qu'il lui a fait cadeau d'un avion flambant neuf dont il pourra bientôt profiter. Il lui a promis ça. Ça, c'était le Qatar. Oui, pardon, c'est le Qatar. Mais ce que je veux dire, c'est que la particularité, c'est que la plupart de ces dirigeants viennent avec des cadeaux pour la famille qui vont pouvoir investir dans ce sujet. Il y a des investissements aussi, la Fondation Trump en Arabie Saoudite. Ça a été posé comme question notamment par la journaliste qui s'est fait un petit peu allumer. Tout à fait. Et la particularité, toutefois, ici, c'est que c'est assez gênant pour Donald Trump parce qu'on sait que Ben Salman, qui par ailleurs n'a pas beaucoup d'affect, lui est obligé de défendre les Palestiniens. Il est obligé de défendre l'idée d'un État palestinien et donc il peut venir avec cette remarque. Oui, c'est l'une des conditions aussi, notamment pour la normalisation peut-être future des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Romuald Siora, un mot quand même sur cette séquence qui a fait le tour du monde, notamment cette, on l'a dit, réhabilitation de MBS, de Mohamed Ben Salman, mais avec aussi évidemment, d'une certaine manière, une égratignure sur la mémoire de Jamal Khashoggi. On rappelle, et je l'ai dit en début d'émission, Jamal Khashoggi, il a été séquestré, torturé, démembré dans le consulat saoudien en Turquie, avec la CIA qui avait conclu qu'évidemment le pouvoir saoudien était impliqué. Et là, on a vu Donald Trump qui a dit non, on n'est pas tellement sûr que ce soit vrai. Et puis, ne gênez pas mon invité qui lui est présent ici ce soir. Comment vous expliquez ce revirement américain alors que la CIA a été très claire sur l'implication, notamment évidemment du pouvoir saoudien dans l'assassinat de Jamal Khashoggi?
Effectivement, Donald Trump a été très très loin. Rien ne l'obligeait à parler de Khashoggi comme d'une personne controversée. S'il y avait bien une personne controversée sur le lieu, enfin, dans le bureau ovale, c'était MBS. Il n'y avait pas besoin d'utiliser cette rhétorique. Cela avait pour but de conforter son invité, car n'oublions pas que derrière tout ce qui a été évoqué, il y a aussi en ligne de mire toujours le prix Nobel de la paix. Donald Trump a besoin que l'Arabie saoudite entérine les accords d'Abraham. Pour cela, l'Arabie saoudite exige plusieurs choses comme une protection militaire comme celle qui a été accordée au Qatar. Néanmoins, Trump voudrait que ces accords d'Abraham soient signés, ce qui serait pour lui un pas en avant vers le prix Nobel de la paix. Donc cela explique entre autres ce qu'il a pu dire sur Khashoggi, mais on peut y voir aussi un pied de nez grossier à l'administration Biden. Il ne faut quand même pas oublier que Khashoggi était résident permanent aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il avait sa green card, donc il était presque quasi un Américain, et donc effectivement c'est une violation faite à la mémoire de ce journaliste. Ouais, Nicolas Beggart, un mot sur ce repas qui a eu lieu aussi. On a vu des vidéos absolument dingues postées par la Maison-Blanche, notamment avec l'utilisation à nouveau de l'intelligence artificielle, avec un Donald Trump qui joue au football avec l'une des plus grandes stars mondiales de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Ça lui sert à quoi de montrer comme ça cette alliance avec tous ces influenceurs, qu'ils soient footballeurs ou autres, parce qu'on a aussi vu un certain Elon Musk qui était présent aussi à ce repas. Tout à fait. Mais, d'abord, on voit la vidéo d'ailleurs, on y a. D'abord, on est à quelques mois d'une Coupe du Monde, donc il y a aussi Infantino de la FIFA qui était présent. Donc Elon Musk, c'est la réhabilitation d'Elon Musk. Alors tous les 3 mois, il y a une brouille, mais en quelque sorte là, il était de nouveau à table. Qui lui avait dit, pour faire écho à notre premier débat, Donald Trump est dans les fichiers Epstein, c'est pour ça qu'il ne veut pas les dévoiler, on s'en rappelle. Donc effectivement, Cristiano Ronaldo, il dispose d'un capital notoriété qui est mondial, qui est global. Donc c'est une prise de risque, j'allais dire aussi pour Cristiano Ronaldo, de s'associer, d'associer son image, et il a obtenu même un présent assez important, les clés de la Maison Blanche, qui est, on la voit à l'écran, là aussi, qui ne sont pas donnés à tous les invités. Donc c'est une forme effectivement de rapprochement à la fois symbolique et la fusion d'un certain nombre d'audiences qui, je pense, Trump en tout cas l'espère, vont lui permettre aussi de toucher peut-être un public et d'engranger du capital sympathie pour son administration. Mais oui, donc il y a aussi une autre explication que Trump a donnée, c'est que son fils Barron est un grand fan de Cristiano Ronaldo, et que voilà, il voulait absolument le rencontrer. Donc on est là aussi dans une sorte de logique du prince. Mais c'est vrai que cette association Musk, MBS, Cristiano Ronaldo et Donald Trump dans une même pièce, voilà, encore une fois, il y a 2 ans, je pense qu'on ne l'aurait pas imaginé. Ouais, pour terminer là-dessus, Romy Altura, parce que vous avez évoqué notamment, et c'est très important, ce partenariat de sécurité qui a été plus ou moins, alors je ne sais pas s'il a été signé, mais en tout cas il a été confirmé entre Américains et Saoudiens, puisque ça avait déjà été le cas notamment avec le Qatar. Il y a Washington qui a rompu d'une certaine manière une règle qui n'était pas vraiment écrite, mais à savoir que seul Israël au Moyen-Orient pouvait justement avoir des F-35. Là, dans ce cas-ci, l'Arabie Saoudite pourrait justement en avoir. Est-ce que c'est une sorte de tremblement de terre au Moyen-Orient, selon vous, par rapport à ça, Romy Altura ? À court terme, non, car une guerre entre Israël et l'Arabie Saoudite est absolument incertain. Enfin, incertain, c'est quelque chose qui n'arrivera pas à court terme. Par contre, sur le moyen terme, oui, c'est un changement radical de la diplomatie américaine dans cette région. Jusqu'à présent, seul Israël pouvait bénéficier de ce style d'armement de la part des Américains. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, va en bénéficier. Si les accords d'Abraham sont entérinés entre les 2 parties, cela ne devrait pas, sur le moyen terme, poser de problème. Mais néanmoins, la paix est tellement fragile dans cette région du monde que même si un accord de paix était signé entre l'Arabie Saoudite et Israël, des tensions à long terme sont toujours possibles. Donc oui, cela change la donne dans cette région.
Ouais, on va remercier Serge Jomain d'être resté aussi tard avec nous. Serge, on se retrouve évidemment très vite dans Planète Trump. Quant à nous, une petite pub et puis juste après, ce sera notre What's Up America, ce tour d'horizon des images qui ont marqué la semaine avec notamment ce plan de paix proposé par l'administration américaine aux Ukrainiens, d'ores et déjà rejeté. Vous avez aussi ce personnage, Nick Fuentes, au centre du jeu MAGA et puis aussi cette suppression du ministère de l'Éducation aux États-Unis. Évidemment, tout ça c'est dans le What's Up America et c'est dans Planète Trump et c'est juste après ceci. Dernière partie de Planète Trump et avant de se quitter, place à notre zapping de la semaine, place au What's Up America. Et c'est toujours mon jingle préféré, le WhatsApp America, tour d'horizon de toutes ces images et actualités qui ont rythmé la semaine aux États-Unis. Et on commence par ce plan de paix proposé par l'administration Trump à l'Ukraine. Alors je dis plan de paix, mais si ça c'est pas un plan de capitulation, alors là il faut m'expliquer. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'administration Zelensky. Ce plan, il demande aux Ukrainiens de céder des territoires en reconnaissant notamment l'annexion de la Crimée et puis d'autres régions prises par la Russie. Mais ce n'est pas tout. Il demande aussi que l'Ukraine réduise son armée de moitié et renonce à toutes ses armes longue portée. Et en plus, il intervient au moment où le pays subit l'une des frappes les plus meurtrières de l'année par le pouvoir russe. Vous le voyez notamment à l'image. Écoutez justement la réponse du pouvoir ukrainien à ce nouveau plan américain. There will never be any recognition, formal or otherwise, of Ukrainian territory temporarily occupied by the Russian Federation as Russian. Our land is not for sale. Ukraine will not accept any limits on its right to self-defense or on the size and capabilities of our armed forces. Nor will we tolerate any infringement on our sovereignty, including our sovereign right to choose the alliances we want to join. Any genuine peace process must respect a fundamental principle: nothing about Ukraine without Ukraine, and nothing about Europe without Europe. Romuald Siora, plan de paix, plan de capitulation. Quel regard vous portez sur cette proposition américaine? Et puis, est-ce que la paix à n'importe quel prix, c'est encore la paix? Écoutez, malheureusement, et je m'étais déjà exprimé là-dessus sur votre plateau, comme vous le savez, je suis ukrainien par ma mère, donc chaque fois qu'on parle de l'Ukraine, mon cœur saigne, comme l'on dit, mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. L'Ukraine a perdu la guerre depuis déjà un bon moment. Le responsable de cette situation est entre autres Joe Biden. En septembre 2022, l'Ukraine avait marqué des points sur le sol incroyable, des victoires inattendues. C'était le moment, et Zelensky voulait d'ailleurs commencer à traiter avec Poutine, et cela lui avait été refusé par le Premier ministre britannique et par le président américain qui a dit « Nous vous soutiendrons jusqu'au bout ». On voit où on en est aujourd'hui. Il était donc attendu déjà depuis plusieurs mois que nous en arriverions là. Grosso modo, les points principaux de ce plan de paix, de capitulation, comme vous l'avez très bien dit, étaient déjà connus depuis le printemps et depuis la rencontre Poutine-Trump en Alaska. Il ne faisait aucun doute pour tout observateur sérieux que nous en arriverions ici au bout de quelques mois. Bref, aujourd'hui, oui, c'est un plan de capitulation. Mais néanmoins, malgré la situation terrible de l'Ukraine sur le terrain, malgré le fait que virtuellement elle ait perdu la guerre et qu'aujourd'hui elle ne pourrait plus que résister encore que quelques mois, voire un an ou deux avec l'aide américaine, mais en aucun cas gagner la guerre, les conditions auraient pu être moins sévères. Et là, Trump signe une défaite majeure pour l'Occident. L'Occident, certes, ce n'était pas Trump, mais s'est engagé tellement fort derrière l'Ukraine que toute concession, on avait mis la barre tellement haut, rappelez-vous, il y a encore un an, les conditions avant l'arrivée de Trump étaient on retrouve tous les territoires occupés, la Crimée, Poutine doit être traîné devant la Cour pénale internationale, et seulement à ce moment-là, Zelensky accepterait de traiter avec la Russie. Donc toute concession, une fois que la barre a été mise tellement haut, semble être une défaite, et Trump, avec ce plan de paix, entérine vraiment l'échec du clan occidental. Une fois encore, les choses auraient pu être différentes et Trump lui-même aurait pu proposer un plan de paix qui ne soit pas aussi cruel à l'égard de l'Ukraine.
En tout cas, ça envoie un signal notamment en russe. Continuez à faire ce que vous faites et puis vous aurez ce que vous voulez. Et puis rappelons aussi les mots de Kaja Kallas de l'Union européenne qui a rappelé qu'une paix devait se faire avec les Ukrainiens et avec les Européens. On peut encore évidemment être déçu de la non-présence des Européens dans ce genre de discussion. Autre actualité qui a beaucoup fait parler. Et cette actualité, c'est un visage. Vous allez le voir, c'est lui, Nick Fuentes. C'est l'une des figures de l'alt-right, la droite radicale américaine, particulièrement populaire au sein des publics jeunes et masculins, proche aussi des idées néo-nazis et qui s'identifie sous le nom des Groypers. Il a souvent dû raser les murs du côté des républicains plus consensuels. Il a été banni aussi notamment de la plupart des réseaux sociaux pour ses propos racistes et antisémites. Il a par exemple dit de nombreuses reprises qu'il aimait Adolf Hitler, qu'il qualifie notamment de mec cool, ou encore ceci, une phrase qui résume assez bien sa pensée. Écoutez. Jews are running society, women need to shut the fuck up, blacks need to be imprisoned for the most part, and we would live in paradise. It's that simple. It's literally that simple. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est en train de tout simplement foutre le boxon au sein des Républicains. Et ça a commencé par Tucker Carlson, qu'il a accueilli dans son émission avec un entretien qui a fait jaser à droite. Le sénateur républicain, notamment Ted Cruz, il a qualifié Tucker Carlson de lâche et complice pour ne pas avoir rejeté notamment les propos antisémites que Nick Fuentes a tenus dans cette interview, alors que le chef des Républicains de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a demandé à ce que des discours pareils ne soient pas amplifiés. Mais d'autres se sont attachés à défendre Tucker Carlson, comme Kevin Roberts, que vous allez voir à l'écran. Il est le président de la Heritage Foundation. On a beaucoup parlé, un cercle de réflexion conservateur très influent à Washington et sur lequel Donald Trump s'était appuyé pour son retour au pouvoir. Dans une vidéo publiée sur X, ce Kevin Roberts a critiqué ceux qui tentent, selon lui, de mettre Tucker Carlson au banc de la droite avant de revenir quelques jours plus tard sur ses propos et de s'excuser pour son choix de mots. Nicolas Bégard, justement, qu'est-ce que le cas Nick Fuentes nous dit de la droite et de l'ultra-droite américaine aujourd'hui? D'abord, pour revenir à Tucker Carlson, on voit à quel point ce personnage médiatique est influent aujourd'hui. Donc, il crée véritablement des effets d'agenda et il met en lumière, en mode notoriété, des personnalités qui effectivement ont été mis au banc. Et donc, c'est de nouveau aussi une interview de 2 heures avec Nick Fuentes. Et il avait déjà fait son retour, comme vous le disiez, sur la plateforme X. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas affaire à une interview de type investigation. On est plutôt dans une co-construction narrative où il n'y a pas finalement il y a pas eu de questions. Nick Fuentes n'a jamais été challengé sur ces allégations, ces positions antisémites. Et pour revenir à cet effet aussi jeunesse, on a beaucoup parlé de l'assassinat de Charlie Kirk ici. Tous les médias européens se sont dit Charlie Kirk c'était vraiment l'extrémité de l'extrême droite. Il y a plus à droite en fait. En fait, vous savez que les Groypers, donc ces fameux ce club de jeunes incels ou en tout cas de fans, notamment de Pepe de Frog, qui est cette petite mascotte grenouille verte qu'on retrouve souvent dans un certain nombre de mèmes sur Internet du côté de l'alt-right. Eh bien, ils ont systématiquement perturbé les événements de Turning Point USA. Et Turning Point USA, c'est l'organisation de Charlie Kirk. Pourquoi? Parce qu'ils accusaient Charlie Kirk d'être un faux conservateur, d'être un rhino, d'être trop soft, d'être un conservative, comme il l'expliquait. Et même chose avec Ben Shapiro, même chose avec toute une série, je dirais, de personnalités de l'alt-right et de la droite qui ne respectaient pas suffisamment aux yeux de Nick Fuentes l'agenda America First. Et donc l'antisémitisme ici, on le voit dans cette prise de position, c'est clairement la ligne de démarcation entre cette jeunesse hyper radicalisée et peut-être le reste du camp MAGA. Donc c'est une autre fissure. Par exemple, pour Nick Fuentes, il faut interdire la double nationalité, il faut enregistrer les lobbies juifs comme des agents étrangers. L'Amérique doit être pro-blanche, chrétienne, de manière exclusive. Et là aussi, il divise le camp MAGA sur la question d'Israël, avec d'un côté les évangélistes plutôt pro-Israël et puis de l'autre côté les nationalistes blancs anti-Israël. Et c'est clair que là aussi va se déterminer l'avenir du mouvement, l'avenir du mouvement de jeunesse MAGA, ou en tout cas trumpiste. Et quelqu'un comme Steve Bannon, qui était l'ex-stratège de Trump, il est plutôt du côté de Fuentes. Il a
en tout cas des affinités avec la fraction Carson. Et alors évidemment la Heritage Foundation, petit élément supplémentaire, c'est à cette fondation que l'on doit le fameux Project 2025 qu'on attend décrié, qui est en quelque sorte le script du Trumpisme, j'allais dire, depuis janvier 2025. Et puis entendu, il a aussi parlé des femmes en disant qu'elles n'étaient pas assez intelligentes pour occuper de grands emplois, de grands métiers aux États-Unis. Merci beaucoup Nicolas Bailligaert. Merci beaucoup aussi à Romuald Seurin, toujours disponible évidemment pour LN24 dès qu'il est question de cette politique américaine. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre aussi tous les vendredis. Merci à Richard de Wulf pour la préparation de cette émission. Cette émission elle est aussi à retrouver dans son intégralité sur la page YouTube de LN24. D'ailleurs moi je vous retrouve dimanche 18h sur YouTube et sur Spotify pour mon podcast Quel Monde. On viendra notamment avec une spécialiste climat sur tous ces arguments climato-sceptiques, dont ceux du président américain. Puis je vous retrouve lundi aux alentours des 22h avec Nicolas Pipin pour Le Monde ou Rien. Très belle soirée et excellent week-end sur LN24.